merci beaucoup d'être présent, puis merci au CRAC aussi pour l'invitation. Donc, comme on a mentionné, je vais parler des stratégies d'implantation des cultures de couverture. L'année passée, Sylvie Thibodeau a parlé des cultures intercalaires dans le maïs. Puis moi, aujourd'hui, je vais plus me concentrer là, sur les cultures intercalaires, pas sur les cultures intercalaires, sur les cultures de couverture qui sont implantées à la dérobée après des céréales ou après des pois de conserverie ou du maïs en silage aussi récolté. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, c'est en fait pourquoi on cultive des cultures de couverture. Je vais faire un petit retour là, sur la théorie des cultures de couverture. Théorie, mais plutôt pratique. Les choix des espèces, comment on les choisit et pourquoi, les dates de semis, les taux de semis des cultures de couverture et aussi la méthode de semis. Donc, en commencement, pourquoi on cultive des cultures de couverture? En fait, ce que je veux que vous reteniez de cette présentation-là, justement dans le terme culture de couverture, c'est que l'objectif de ces plantes-là, c'est de couvrir le sol, de protéger le sol contre les risques d'érosion, contre les risques aussi de l'effet de la pluie. On a souvent parlé de l'effet des racines qui sont bien pour les cultures de couverture, pour les sols, mais le sol, lorsqu'on le laisse à nu après des cultures commerciales, qu'on récolte les céréales de printemps ou les céréales d'automne ou le maïs en silage, le sol est pendant presque 9 mois sans couvert végétal si on n'implante pas des cultures de couverture. Donc, il y a vraiment un intérêt très grand à couvrir le sol à l'automne. La pluie a un effet vraiment néfaste. Lorsque la pluie atteint le sol à quand même une certaine grande vitesse, là, tout dépendant des conditions de pluie, elle fait comme exploser ou elle fait éclabousser les particules de sol qui font détruire la structure de sol des agrégats, mais aussi qui peut provoquer là, des croûtes de battage, donc de diminuer l'infiltration d'eau à l'intérieur du sol, qui va augmenter le ruissellement de surface si le sol n'est pas protégé. Donc, si on voit une photo d'un champ qui a été semé avec des cultures de couverture quand même assez tardivement, et on peut voir qu'il y a eu, ici, on voit qu'il y a du ruissellement qui commençait à se produire, et ça, c'était juste à l'automne. Et on voit aussi l'effet des gouttes d'eau. Quand on regarde rapproché, on voit aussi là, tous les petits trous créés par les gouttes d'eau, on voit le ruissellement de plus proche. On peut aussi voir les cultures de couverture qui avaient été implantées, qui sont tachées, qui sont sales par les particules de sol qui ont éclaboussé, qui ont volé par-dessus les cultures de couverture. Donc, ça vient également réduire la photosynthèse possible pour ces plants-là. Quand on regarde ces deux champs-là, un sol à gauche qui est complètement nu, qui a même été travaillé, un travail de sol d'automne, et à droite, un champ qui est couvert de cultures de couverture, on peut voir qu'il y en a un qui est très sensible et très vulnérable à l'érosion hydrique et éolienne, alors qu'à droite, le sol est complètement protégé. Les gouttes de pluie, quand ils arrivent, ils sont ralentis par la culture de couverture et l'infiltration se fait beaucoup mieux dans ces conditions-là. Il y a en fait presque aucune érosion éolienne et l'érosion hydrique aussi est de beaucoup diminuée là, par toutes les plantes qui poussent à la surface du sol. L'autre objectif de pourquoi on implante des cultures de couverture, c'est pour améliorer la structure du sol et le développement des racines. Donc, qu'est-ce qu'on veut en cultivant les cultures de couverture? C'est d'avoir toujours des racines vivantes dans notre champ. Une fois que les cultures commerciales sont récoltées, si on laisse seulement les repousses pousser ou si on laisse seulement les mauvaises herbes s'implanter, oui, il va y avoir des racines, mais ça ne sera pas nécessairement les types de racines qu'on veut implanter. Alors que quand on choisit d'implanter des cultures de couverture, on a le choix des types de racines qu'on veut implanter. Et il y a des racines qui sont capables de descendre en profondeur, même s'ils sont implantés là, au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, on est capable d'aller coloniser le sol, nourrir le sol. Également, les racines ont un effet vraiment intéressant sur l'oxygénation du sol, de façon d'apporter de l'oxygène. Dans la photo ici, on voit une motte de terre qui a été, quand on a fait un profil de sol, on a sorti une motte de terre qui était dans l'horizon B, donc en dessous de la majorité des racines sont dans le profil de sol. Et on voit qu'il y avait deux racines qui avaient réussi à pénétrer assez en profondeur dans le profil de sol. Et une fois que les racines sont mortes, se sont décomposées par l'action du gel ou peu importe que les cultures avaient été récoltées, le trou fait par les racines a permis à l'oxygène de passer de la surface du sol à aller jusqu'en profondeur dans l'horizon B.
Donc, comment on voit ça? C'est que le orange ici, c'est du fer qui s'est oxydé. Donc, s'il y a eu de l'oxydation, c'est parce qu'il y avait de l'oxygène qui a été présent jusqu'en profondeur comme ça dans le sol. Aussi, le bon côté des racines, des cultures de couverture ou des racines en général, c'est vraiment l'amélioration de la stabilité structurale des agrégats. Donc, on voit ici à gauche l'effet que les racines peuvent faire. Donc, c'est un champ ici, c'est une motte de terre qu'on a pris dans un sol qui était en santé, qui avait une bonne stabilité structurale, qui a été mis vraiment dans un pichet d'eau. C'est vraiment complètement enfoui en dessous de l'eau. Et il y a un grillage pour retenir la motte de terre. On peut voir que la majorité des agrégats restent en dessus du grillage, alors que qu'est-ce qui a réussi à passer à travers le grillage, c'était quand même des petits agrégats. Donc, ce n'était pas en mode particulier. Alors qu'à droite, ici, on voit que le sol n'est pas, il n'y a pas une stabilité structurelle. Oui, il y avait peut-être des agrégats, mais avec l'effet de l'eau, les agrégats se sont défaits, ils ont passé à travers le grillage et ils se ramassent dans le fond ici du contenant vraiment en particules de sol. Donc, il n'y a plus vraiment de structure. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite quand on implante des cultures de couverture? C'est d'avoir un sol qui ressemble un peu plus au profil de gauche avec des agrégats stables faits par les racines. Donc, les racines, par leur développement, ils rattachent les particules de sol ensemble, améliorent la stabilité structurelle. Et finalement, on apprend aussi de plus en plus que les cultures de couverture permettent de nourrir la vie microbienne du sol. Les micro-organismes qui sont présents, les bactéries, les champignons, permettent une meilleure santé des sols, permettent aussi, on apprend que la matière organique, l'augmentation du taux de matière organique par les sols passe aussi par la vie microbienne des sols. Donc, pour que nos sols soient vivants, pour qu'ils nourrissent les plantes, il faut qu'on ait des micro-organismes qui sont vivants. Et pour les nourrir, il faut des racines. Donc, c'est vraiment un cercle. Plus on a de racines, plus on a de vie. Et plus on a de vie, plus on va avoir de racines parce qu'on va avoir une meilleure aération de l'air. Et les racines, par leur vie microbienne, par leur développement, vont être capables aussi de capter plus d'éléments fertilisants. Lorsqu'on applique des lisiers, des fumiers en post-récolte ou même des reliquats de ce qui reste de la fertilisation azotée du printemps. Donc, c'est vraiment les trois objectifs de couvrir le sol, nourrir le sol et de prélever les éléments nutritifs. C'est les 3 points principaux des cultures de couverture. Maintenant, le choix des espèces, parce qu'on le sait, il y a énormément de types de cultures de couverture qu'on peut implanter, mais comment choisir la bonne espèce? Je vous dirais que la première option à faire, c'est vraiment de faire un profil de sol pour diagnostiquer l'état de notre sol. Ça se peut qu'on ait des super belles surprises en faisant un profil de sol, qu'on voit qu'il n'y a pas nécessairement de compaction, les racines sont capables de descendre en profondeur, il n'y a pas d'eau stagnante, tout va bien, mais ça peut aussi nous permettre de diagnostiquer certains problèmes au champ. Donc, en faisant un bon profil de sol, on est capable de mieux diriger les producteurs vers des espèces de cultures de couverture qui sont plus adaptées à leur situation. Et aussi, c'est ça, parce que des profils de sol, ce n'est pas à cause qu'on en fait un dans une ferme que c'est représentatif de toute la ferme. Il y a des historiques, il y a des textures de sol, des historiques de fertilisation, des historiques de rotation de culture, des terres en location. Donc, idéalement, il faut essayer d'être capable de faire le tour des champs en santé ou moins en santé pour être capable de proposer, recommander des espèces, des choix des espèces de culture de couverture qui sont adaptées à chaque situation de chaque champ. Donc, il peut y avoir différentes fonctions aussi qu'on peut aller rechercher en fonction des objectifs des producteurs. Est-ce que le but du producteur, c'est d'aller chercher beaucoup d'azote parce que dans sa rotation maïs-soya-blé, il veut l'année prochaine aller en maïs, il veut essayer de diminuer un petit peu ses intrants minéraux azotés. Donc, est-ce que son but, c'est d'aller chercher de l'azote? Est-ce que son sol est quand même en bonne santé? Bien, il veut vraiment aller chercher en profondeur, il veut essayer d'aller vraiment plus loin, amener des racines en profondeur pour aller essayer de coloniser le profil un petit peu plus bas. Est-ce qu'il veut apporter des racines vivantes? Est-ce qu'il veut prélever des éléments nutritifs? Est-ce que son but principal, c'est d'avoir, il dit, je vais mettre, après mes céréales, je mets une bonne dose de lisier, je veux être capable de prélever ces éléments-là pour qu'il en reste pour ma culture d'après? Est-ce que le producteur fait du nivellement, du drainage, et là, il veut, vu qu'il y a beaucoup de terre qui est déplacée pendant ces pratiques-là, il veut essayer de le protéger, il veut essayer de structurer le sol en surface pour pas qu'il y ait d'érosion puis
de rigoles qui se créent. Est-ce que, un peu comme avec le sous-solage, dans le fond, l'idée quand on fait un sous-solage, c'est de pouvoir tout de suite implanter des cultures de couverture qui vont être capables d'aller coloniser toutes les fissures faites par le sous-solage pour que le printemps d'après, une fois que les racines vont se décomposer, que l'eau puisse migrer facilement en profondeur jusqu'au drain. Donc, c'est le but d'un sous-solage. On ne fait jamais un sous-solage tout seul. Est-ce que le producteur veut favoriser la biodiversité en apportant des types de plantes, des familles de plantes qui sont différentes? Est-ce qu'il veut faire un genre de corridor de liberté? Il veut essayer d'amener plus d'abeilles, plus de diversité dans ses champs? Donc, on va recommander différentes familles de plantes. Est-ce que, dans une alternative un petit peu différente, là, les producteurs qui ont déjà fait plusieurs types de cultures de couverture, qui ont essayé plein de choses, et là, ils veulent implanter un couvert végétal, un semi-sous-couvert végétal vivant, bien là, c'est sûr que c'est des objectifs qui sont complètement différents. C'est une autre façon de penser, une autre façon d'implanter les cultures de couverture. Donc, une fois les objectifs déterminés par le producteur, il faut voir aussi, choisir lesquelles familles de plantes s'adaptent le mieux pour répondre à ses besoins. Donc, par rapport à ça, je voulais juste qu'on regarde un petit peu les familles de plantes. Dans nos rotations ici au Québec, qu'est-ce qu'on utilise? C'est souvent maïs, soya, maïs ou maïs, maïs, soya. Donc, c'est graminées, graminées, légumineuses. Si un producteur fait une rotation qu'on appelle un petit peu plus longue, là, une rotation de 3 espèces, maïs, soya, maïs, grain, soya, blé, c'est encore graminées, légumineuses, graminées. Et même les producteurs, des producteurs laitiers qui sont souvent reconnus pour avoir des rotations quand même assez longues avec maïs, soya, blé et des prairies, encore là, vous voyez que c'est encore toujours les mêmes espèces de familles qui reviennent, graminées, légumineuses, graminées, et dans les prairies, graminées, légumineuses. Donc, on peut essayer de voir pour inclure des nouvelles familles de plantes dans la rotation, que ce soit des crucifères comme la moutarde, le radis, qui amènent des racines pivotantes en profondeur, c'est une autre famille de plantes complètement. La facélie, qui est quand même une légumineuse, mais qui a un pouvoir structurant aussi à la surface du sol, un petit peu comme les graminées. Le sarrasin, qui lui fait partie de la famille des polygonacées, qui a un effet un peu nettoyant sur les mauvaises herbes. On voit des effets, c'est comme s'il atténue la présence de mauvaises herbes une fois qu'ils sont implantés. Le tournesol, qui est une culture qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on ne cultive pas énormément au Québec, mais qui peut être une excellente plante compagnonne là, avec d'autres types de cultures de couverture qui auraient besoin d'un support pour pousser, étant donné que le tournesol, lui, sa tige est quand même assez forte et qui pousse en hauteur. Et finalement, le lin qui est utilisé là, pour certains, comme des cultures végétales là, pour implanter des céréales d'automne, ou en fait, c'est ça, c'est une famille qu'on ne cultive pas vraiment, donc il y a un système racinaire différent. Donc, une fois qu'on a les objectifs établis pour le producteur, ensuite, on a les groupes de familles, bien, on est capable de bien conseiller le producteur. Donc, si le producteur, son but, c'est de capter de l'azote, bien, nécessairement, il faut des légumineuses dans sa rotation pour les cultures de couverture. Si son but, c'est de meubler le profil en profondeur, bien là, on peut y aller avec les crucifères, légumineuses, linacées, qui ont toutes des racines pivotantes qui sont reconnues pour descendre assez en profondeur quand ils ont le temps et les conditions pour pousser. Si notre but, c'est vraiment de prélever les éléments nutritifs du sol puis des lisiers, des fumiers, bien, il faut y aller avec des plantes qui sont très énergivores, qui vont aimer aller chercher qui vont aimer ces prélèvements-là, donc les graminées, les crucifères, le tournesol aussi, qui était une plante assez exigeante en azote, phosphore, potasse. Si notre but, c'est de protéger le sol après un nivellement, bien là, c'est sûr qu'il faut des plantes qui poussent rapidement, qui vont s'établir, qui vont faire un bon couvert végétal, qui vont améliorer la structure du sol en surface. Donc, les graminées sont des bons candidats pour ça. Si on veut favoriser la biodiversité, bien là, c'est intéressant d'aller avec des espèces qu'on ne cultive pas, comme les légumineuses puis les graminées qui sont toujours dans nos rotations, mais d'amener juste une autre famille de plantes comme la facélie, c'est une plante qui est miellifère, donc qui va apporter beaucoup d'abeilles pour la pollinisation. Ils vont s'en servir aussi pour faire du miel. Si on veut coloniser le sol après un sous-solage, ben, il faut aller chercher des espèces qui sont capables, un peu comme pour meubler le sol en profondeur, d'aller faire des racines en profondeur d'ici la fin de l'automne pour que les racines soient encore présentes et puis qui assurent une certaine infiltration d'eau au printemps d'après.
Et si en final, si on veut implanter un semis sous couvert végétal, bien là, c'est sûr qu'il faut y aller avec des plantes qui sont biannuelles, vivaces, parce que le but dans ce genre d'implantation de culture de couverture-là, c'est que la plante survive à l'hiver, soit encore vivante au printemps d'après, pour que le producteur puisse soit la détruire, bien souvent c'est un roulage ou avec des herbicides, mais de semer quelque chose dans du vivant. Donc là, ça va être des plantes vivaces ou biannuelles. Par contre, une chose qu'on doit garder en tête, c'est quand même qu'on est dans un climat froid, on est dans un climat assez nordique. Donc, il faut faire attention aux espèces. Quand on parle de biodiversité, il faut quand même rester dans les espèces qui sont capables de pousser au Québec. Et quand que je parle de sensibilité, bien, en fait, ici, on a un exemple d'un champ qui a été implanté en blé avec du sarrasin le 20 août, donc qui était une date qui était très respectable. La photo, elle a été prise le 28 septembre, donc 5-6 semaines plus tard, et déjà le sarrasin avait subi un gel mortel, alors que le blé, lui, avait continué sa croissance. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr que le sarrasin offre plus tant une couverture de sol quand on regarde comme ça sur la surface. Le sarrasin protège plus tant le sol de l'impact de la pluie. Il y a une certaine incidence encore sur l'érosion éolienne parce que la tige est encore droite, là, elle ne s'est pas affaissée. Mais ce qui est intéressant dans ce mélange-là, dans ce champ-là, c'est justement qu'il a été semé en mélange. Donc, même si le sarrasin ne procure plus l'effet désiré d'une culture de couverture, ben, à moindre effet, ben, le blé, lui, prend quand même le relais et il est capable de protéger le sol. Alors qu'ici, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est une culture de couverture de chanvre qui a été implantée au mois de septembre. En fait, c'est un retour de chanvre qui a été implanté en culture de couverture de chanvre. Donc, quand on regarde le 17 octobre, l'indice de végétation, en fait, ça, c'est mon collègue Ghislain Poisson qui, en fait, cet automne, on a eu accès, en fait, tout le monde a accès au Sentinel Hub. C'est des photos satellites qui sont prises aux 2-3 jours là, en Montérégie, puis à peu près aux 5 jours là, dans d'autres régions du Québec, qui nous permet d'avoir des images de satellites là, des champs. La résolution n'est pas parfaite, mais ça nous permet quand même de suivre l'évolution de la croissance des plantes. Et Ghislain a été capable là, de sortir l'indice de végétation qui s'appelle le NDVI de ces champs-là. Donc, c'était super intéressant de pouvoir suivre justement l'évolution des cultures de couverture en fonction des mélanges des espèces semées. Et ce qu'on voit, c'est qu'au 17 octobre, l'indice est à peu près à 0,3. Donc, ce n'était pas super élevé, mais il y avait quand même encore, sachant qu'il y avait à peu près, il pouvait avoir jusqu'à 2 mois de croissance, là, ça pouvait seulement s'améliorer là, si ça avait été un bon choix de culture de couverture. Par contre, quand on regarde déjà là, le 8 novembre, donc à peu près 3 semaines plus tard, déjà on voit que l'indice de végétation était stable ou en train de baisser pour certains champs. Donc ça nous indique qu'il y avait de moins en moins de vie à la surface du sol. Donc, l'indice de végétation commençait à descendre et au 18 décembre, et là, on voit que l'indice de végétation avait descendu de moitié, donc passé de 0,3 à 0,15. Donc, c'était à peu près l'équivalent de plus rien avoir au champ. Autour, on a des champs qui étaient travaillés ou qui avaient été récoltés avec un travail de sol. Donc, c'était pas mal l'équivalent, c'était du sol à nu finalement qu'on se ramassait. Donc, la culture de couverture de chanvre a fait un impact, mais très minime sur par rapport à la durée de la couverture de sol. Et c'est là où je vais en venir par rapport à quand on compare les deux situations, le chanvre et le sarrasin, c'est l'importance de faire des mélanges, l'importance d'amener une variété de plantes quand on fait des cultures de couverture parce qu'à 2 ou 3 ou 4 espèces, il y a toujours plus de vigueur, toujours plus de synergie entre les plantes. Quand on compare à gauche versus à droite, à gauche, c'est un mélange, c'est seulement du sel qui avait été semé à la volée incorporée. Et à droite, c'est un mélange de 12 espèces qui ont été semées à peu près dans les mêmes dates, puis les photos à peu près dans les mêmes temps. Et on voit que la couverture de sol, elle est vraiment différente. À gauche, il y a beaucoup plus de sol à nu quand on regarde le sol, un peu comme si on était une goutte de pluie. Puis quand on tombait du sol, le sol est beaucoup plus à découvert à gauche que dans la photo de droite. Donc, ce n'est pas nécessairement l'importance des mélanges. Donc, c'est ça que je voulais vous parler présentement. Donc, pourquoi c'est intéressant, les bienfaits des mélanges? En fait, c'est que ça nous permet d'apporter des familles de plantes qui sont différentes de ce qu'on a dans la rotation. Je reviens encore à nos graminées légumineuses, mais quand on apporte des crucifères, quand on apporte même le sarrasin, le lin, la facélie, la facélie, c'est une légumineuse, mais ça nous permet de changer un petit peu les familles de plantes. Différentes familles de plantes, ça veut aussi dire différents types de racines. Donc,
quand on a des racines qui sont capables, une qui travaille plus à la surface du sol pour améliorer la structure du sol en surface, puis il y en a d'autres qui sont capables de descendre plus en profondeur, mais il n'y a pas de compétition sur l'espace. Ils sont capables de travailler ensemble, ils occupent un espace différent. Même chose pour le feuillage. Quand on regarde cette photo-là, quand on a, par exemple, ici, du radis, de la moutarde, c'est des feuilles larges qui couvrent beaucoup le sol en surface, alors que les graminées ici sont des feuilles un peu plus longues, minces, qui offrent d'autres avantages quand même par rapport à la couverture de sol au sol, mais la moutarde, elle a de façon aérienne un petit peu plus de couverture de sol. Les pores de plantes aussi, parce qu'il n'y a pas une plante qui se développe, c'est pas toutes les plantes qui se développent de la même façon. Tantôt, je vous avais donné l'exemple du tournesol qui, lui, a un pore très droit avec des feuilles larges. Bien, ça donne un support à certaines plantes comme le pois, comme les légumineuses qui ont des petites vrilles pour s'accrocher à ces plantes-là pour pouvoir pousser en hauteur. Alors que si on mettait juste un mélange de pois, une culture de couverture de pois tout seul, bien, il n'y aurait pas de tendance à monter autant en hauteur puis se développer que quand il y a une plante compagne qui lui permet de monter en hauteur. Finalement, l'activité microbienne aussi, parce que un peu comme les humains, quand les plantes sont toutes un petit peu différentes, ils ont des affinités, ils ne mangent pas toutes la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes bénéfices non plus sur la santé des sols. Donc, d'apporter différents types de familles de plantes, ça nous permet d'augmenter l'activité microbienne, d'augmenter la biodiversité aussi, pas seulement à la surface du sol, mais dans le sol. Et on observe aussi que quand les plantes de culture de couverture sont implantées en mélange, il y a souvent un peu plus de biomasse qui est importante. Donc, pour les producteurs qui veulent aller chercher de la biomasse, qui veulent avoir de la vie à la surface de leur sol, bien, de prioriser des mélanges, c'est souvent très gagnant. Donc, c'est ça. Pour les mélanges, je vais vous montrer quelques exemples. Là. Les exemples, ça répète à l'infini, mais c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut mixer des familles de plantes différentes pour atteindre des objectifs et des fonctions différentes. Donc, si on fait un mélange avoine-pois qui est très populaire auprès des producteurs laitiers, surtout depuis les dernières années, là, avec les sécheresses et les mortalités dans les luzernières avec les hivers difficiles, bien, c'est une culture de couverture qui peut être très intéressante. L'avoine-pois, donc un mélange de structure de sol, apport en azote pour la culture d'après ou pour le fourrage. Blé, veste, moutarde. Donc là, on va chercher 3 familles de plantes différentes. On apporte encore de l'azote, meilleure structure et une nouvelle famille par les crucifères qui ne sont pas présentes normalement dans la rotation de culture. Seigle, radis. Donc, c'est une culture qui, normalement, elle peut être implantée tout seul à l'automne comme culture de couverture. Mais même si c'est implanté comme culture de couverture ou comme culture principale pour l'année d'après, le fait de le mélanger avec un radis, à l'automne, ça ne dérangera pas le développement du seigle, mais au printemps, le radis, lorsqu'il va mourir puis se décomposer, il va faciliter l'infiltration de l'eau au printemps. Donc, diminuer les risques là, de mortalité au printemps suite à une mauvaise infiltration d'eau. Moutarde radis, c'est un mélange qu'on voit quand même récemment depuis quelques années. En fait, c'est juste des crucifères, c'est vraiment pour apporter une nouvelle famille de plantes dans la rotation, couper le cycle des maladies, des mauvaises herbes, et ça facilite aussi le prélèvement de tout ce qui est lisier, fumier, compost et compagnie. Finalement, pois, tournesol, avoine, c'est encore une fois 3 familles de plantes qui sont capables, ils ont toutes des avantages différents. Le tournesol va apporter un support au pois, l'avoine, elle, va coloniser un petit peu plus en bas au niveau du sol. Donc, c'est tous des mélanges qui peuvent être faits, là, qui peuvent être testés chez les producteurs. Maintenant, est-ce que c'est essentiel d'avoir 10 espèces ou plus? On voit de plus en plus des mélanges commerciaux, des mélanges qui se font à la ferme de 10 espèces ou plus. Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessairement nécessaire. Ce qui est intéressant dans ces mélanges-là, c'est de voir est-ce que, oui, on a 10 espèces ou 12 espèces ou 15 espèces, mais au final, c'est combien de familles de plantes? Parce que si dans notre 10 espèces, on a 5 graminées puis 5 légumineuses, au final, on a encore juste des graminées et des légumineuses. Donc, d'essayer de faire nous-mêmes nos mélanges, de voir c'est quoi dans le mélange, les mélanges commerciaux déjà faits, c'est quoi les proportions de chaque famille de plantes, de chaque espèce. Parce que peut-être que ce n'est pas nos objectifs, puis peut-être que les variétés qui nous intéressent dans ces mélanges-là sont en petite proportion. Donc, c'est intéressant d'apprendre à faire ces mélanges à la ferme
en fonction des objectifs de chaque producteur. Donc, si notre but, c'est vraiment d'augmenter l'azote pour la culture d'après, peut-être faire un mélange soi-même qui a au moins 50 de légumineuses dans le mélange pour répondre à ce besoin-là, cet objectif-là d'aller capter de l'azote. Donc, c'est pas mal ça pour les espèces. Maintenant, pour la date de semis. En fait, la date de semis, c'est pas compliqué, c'est le plus tôt possible. Parce que on est dans un climat nordique, on ne sait jamais quand le gel va arriver. Donc, c'est toujours dommage d'implanter les cultures de couverture et qu'on se rende compte qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel, qu'ils ne se sont pas rendus à la biomasse qu'on espérait parce qu'on les a semés trop tard. Donc, idéalement, peu importe on est où au Québec, il faut viser le mois d'août parce que c'est là que les chances de succès sont les plus élevées. Si on est en Montérégie, puis on est capable de se rendre peut-être jusqu'à la mi-septembre ou pousser un petit peu plus loin, mais rendu là, c'est sûr qu'il faut changer un petit peu notre stratégie. On dit souvent, je parlais avec justement d'autres collègues dans d'autres directions régionales au MAPAC, puis c'est ça aussi qu'ils disent aux conseillers, aux producteurs, essayer de viser 6 semaines de croissance avant le premier gel. Normalement, en 6 semaines, les plantes ont le temps de pousser, de se développer, puis d'offrir une belle couverture, puis de se développer autant en surface qu'en dessous du sol. Et j'ai trouvé cette image assez visuelle et qui expliquait bien justement l'importance de la date de semis le plus tôt possible. Ça, c'est des champs que j'ai suivis cet automne dans le cadre du programme culture de couverture du MAPAC. C'est un producteur qui avait semé à 4 jours de différence, le 1er septembre, 5 septembre, parce qu'il n'a pas eu le temps de finir le champ, puis il est revenu 4 jours plus tard, il a fait la même méthode, le même taux de semis. Puis on voit en fait en dessous ici, là, le vert plus foncé, ça c'est aussi avec les images satellites, le vert foncé décrit une couverture de plantes plus intense, alors que ici le vert plus pâle, vert pâle noir, le brun, ça veut dire que les plantes ne se sont pas bien développées. Donc c'est peut-être anecdotique, mais je trouvais que c'est quand même assez pertinent de vous mentionner qu'une petite différence de 4 jours peut faire toute une différence. S'il y a eu des pluies, s'il y a eu des fortes pluies ça peut améliorer la germination, surtout pour certains types de modes de semis. Donc, quand on est capable d'implanter le plus tôt possible, c'est important. Pour revenir aux 6 semaines de croissance avant le premier gel, ici, j'ai ressorti sur le site d'Agrométéo la carte de la date du premier gel automnal au Québec avec un seuil de 0 degré. Donc, on peut voir ici, là, mettons en Montérégie, Drummondville, centre du Québec, c'est à peu près le premier gel à 0 degré est autour du 6 au 12 octobre. Donc, si on recule de 6 semaines à partir de là, ça fait pas mal le 1er septembre. Donc, si on retourne de 6 semaines, le 1er septembre, plus 6 semaines, ça arrive à peu près à la mi-octobre. Alors que si on regarde le seuil de moins 4 degrés, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de cultures de couverture qui sont capables de se rendre jusqu'à ces degrés de température-là. Si le couvert est intéressant, ça se peut qu'il y ait la pointe là, des plantes qui meurent, mais le feuillage ne va pas nécessairement se décomposer le lendemain là, avec des seuils de moins 4. Puis, il y a toutes les céréales d'automne aussi qui sont capables d'endurer cette température-là. Puis de continuer surtout à pousser pendant des températures de moins 4. Donc, on voit ici un seuil de moins 4. On s'en va pas mal là, autour du 1er novembre, donc ça nous donne quasiment 2 semaines de plus. Donc, c'est des dates, là, 1er novembre, si on recule de 6 semaines, c'est pas mal mi-septembre. Donc, c'est pour ça que entre le 1er septembre et 15 septembre, c'est pas mal là que les décisions, si on a des changements à faire là, dans nos taux, notre méthode de semis, c'est là qu'on doit les prendre. Mais si on sème avant le 1er novembre, c'est souvent avant le 1er septembre, excusez-moi, normalement, c'est une stratégie qui est assez gagnante là, partout au Québec. Et pourquoi je vous parlais du seuil de moins 4, c'est justement pour les céréales d'automne. Ici, en fait, les céréales d'automne ont la capacité de résister à des températures en dessous de 0. Donc, on est capable de les implanter un petit peu plus tard. Pour les producteurs qui veulent faire des semis de seigle ou de blé d'automne après la culture de soya, comme c'est le cas ici, on voit qu'il y a encore des résidus de soya, il y a encore des résidus de maïs de l'année d'avant. Donc, d'implanter une culture de couverture de seigle ou même une culture là, pour la récolter l'année d'après, ça se fait. Mais dans ce cas-là, si on veut vraiment protéger le sol, il faut essayer de faire vraiment un semis direct et pas de travailler le sol pour l'implanter après à la volée. Parce que là, on vient de tout détruire l'effet des résidus de culture à la surface du sol qui, eux aussi, ont un impact important pour la protection du sol.
Ici, je vous montre aussi une autre image d'un producteur qui a implanté du sel qui a été implanté là, relativement, je pense, autour de 5-10 octobre, c'est l'année passée. Donc, quand on regarde au 8 novembre, donc un mois plus tard, là, les indices de végétation étaient à peu près à 0,2. Donc, c'était relativement faible. Et on pouvait, c'est ça, au champ, là, ça avait l'air à peu près de ça. Donc, on voit, il y a un petit peu de résidus de culture, ça a été semé au semoir. Les plants avaient peut-être 2-3 pouces de haut. Alors que ce qui est intéressant, c'est qu'au 18 décembre, on voit que la végétation est encore présente. On voit que les cultures annuelles ici, ils commençaient tranquillement à descendre leur niveau d'intensité, mais le sec d'automne, lui, avait continué sa croissance. Donc, on passait d'un NDVI de 0,2 à peu près 0,3. Donc, une augmentation de 50 du NDVI, alors que quand on avait regardé tantôt les indices de végétation là, pour le chanvre qui, lui, avait diminué de moitié. Donc, on voit que quand on implante des cultures de couverture dans un automne comme on a eu en 2020, bien, ça peut être très profitable là, pour la protection automnale. Et aussi, l'avantage des céréales d'automne, c'est que les cultures vont être encore là au printemps prochain pour offrir une couverture puis, contre l'érosion, le ruissellement aussi, une meilleure infiltration d'eau. Si on revient aux cultures annuelles, au contraire de semer tardivement, bien, ça peut apporter d'autres problèmes. Donc, c'est important de planifier les travaux de champ pour semer le plus tôt possible. Donc, pas d'en faire trop à la fois, de prioriser des plus petites superficies pour être capable de le faire et d'implanter nos cultures de couverture dans un délai raisonnable. Donc, de ne pas laisser notre sol à nu trop longtemps entre le moment de la récolte et l'implantation des cultures de couverture, surtout quand il y a des travaux de champ importants à faire là, qui déplacent beaucoup de terre. Pendant tout ce temps-là, notre champ est vraiment très sensible, très vulnérable là, au vent et à les gouttes de pluie. Donc, ici, on voit un champ qui avait été implanté dans des, quand même avec une bonne méthode, avec un semoir. Il avait fait un mélange d'avoine-radis et ça, c'était qui avait été semé le 30 septembre. Donc, ça commençait à être quand même un peu tard. Et quand on est allé voir au 14 décembre, bien, il y avait très peu de développement végétal. Les plants n'avaient pas vraiment bougé. Vu que c'est des plants annuels qui sont relativement sensibles, il n'y avait pas de protection. Donc, ce n'était même pas un 10 de couverture de sol. Donc, imaginez au printemps prochain, après le semis, bien, il ne restera plus vraiment de couverture de sol. Puis, qu'est-ce qu'on vise? C'est un 30 de résidus de culture après le semis. Donc, ce n'est vraiment pas des conditions optimales là, de couverture de sol dans ce cas-là, même si les conditions de date même si les conditions d'espèces, de taux de semis puis de méthode de semis étaient appliquées, juste le fait que la date était tardive, ça a détruit le succès là, pour la culture de couverture dans ce champ-là. Donc maintenant, les taux de semis. Les taux de semis, là, je vous les ai mis ici, on ne passera pas à travers, c'est vraiment à type indicatif. En fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est les familles différentes. Ça, c'est les taux de semis, ça provient là, du guide Caravane Santé des sols là, qui a été fait il y a quelques années, qui est mis à jour régulièrement. Ici, j'ai mis deux tableaux, donc deux colonnes, un pour les cultures de couverture qui sont semées avant le 1er septembre et une autre qui est semée après le 1er septembre. Parce que la date va avoir une influence sur le taux de semis. Plus on sème tard, plus il faut augmenter notre taux de semis. Plus on sème tôt, plus on est capable de semer là, dans le bas de la braquette ici. Autre chose, c'est que les légumineuses, si on veut aller chercher leur effet à long terme de capter de l'azote, bien, il ne faut pas les semer plus tard que le 1er septembre parce qu'il n'y aura pas assez de développement végétal, pas assez de prélèvement d'azote, de captage d'azote pour être capable de compenser notre perte, notre dépense là, de semences. Donc, essayez de pas nécessairement tout seul et c'est ça. Fait que si on veut vraiment aller chercher de l'azote, essayez de le semer avant le 1er septembre pour aller développer le plus de possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement si on n'est pas capable de semer? Bien, il faut l'ajuster en fonction de la date. Si on est avant le 1er septembre, parfait, plus on s'approche du 1er septembre, plus il faut s'en aller dans la braquette supérieure. Et là, au contraire, si on s'éloigne du 1er septembre vers le 1er octobre, bien là, il faut augmenter notre taux de semis pour assurer un succès jusqu'à la fin septembre. Là. Aussi, comment on fait pour gérer le taux de semis des mélanges? Ça, c'est une question qu'on se fait souvent demander parce que là, dans le fond, dans le tableau, moi, je parlais plus des variétés quand ils sont semés tout seuls, les taux de semis-sol. Quand ils sont mélangés, en fait, il y a différentes façons de faire. Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de faire. Encore une fois, il faut y aller en fonction des objectifs du producteur.
la première façon qui est simpliste, mais qui peut répondre à certains besoins objectifs, si on a 2 espèces, on va diviser le taux en 2. Si on a 3 espèces, on va diviser en 3. Par contre, quand on fait ça, il faut s'assurer quand même qu'on répond aux objectifs du producteur. Si son objectif, c'est de couvrir les sols, bien, ça va couvrir les sols. Mais si son objectif, c'est de capter plus d'azote, bien, il ne faut pas nécessairement que les légumineuses soient 33 du mélange. Il faut peut-être l'augmenter à 40-50 puis diminuer les graminées, les crucifères ou les autres types de familles. Il faut idéalement peut-être faire des tests nous-mêmes, décider nous-mêmes de nos taux de semis, acheter les semences individuellement puis de faire le mélange à la ferme pour être capable d'atteindre nos objectifs qu'on veut faire. Parce que quand on achète là, des mélanges tout faits, ben, c'est ça, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est dedans. Puis ce n'est pas toujours les proportions qu'on souhaite. Finalement, la méthode de semis. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est un des éléments les plus importants de la présentation. C'est, en fait, je vais revenir toujours là-dessus. Je vais vous présenter 3 méthodes de semis et à chaque fois, je vais revenir là-dessus, sur le placement et le contact de la semence. Il faut toujours se demander pourquoi on implanterait nos cultures de couverture à la volée alors qu'on ne ferait jamais ça pour notre maïs et notre soya. Pourquoi est-ce que les cultures de couverture seraient moins importantes? Pourquoi est-ce qu'on devrait consacrer moins d'importance à leur méthode de semis qu'on le fait à nos cultures commerciales? Donc, si on commence avec la méthode à la volée, ça ici, c'est un exemple parfait d'exemple à la volée qui a mal viré. Il y en a que ça fonctionne bien, mais ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est le taux de levée. Quand c'est appliqué à la volée, c'est vraiment avec un épandeur en grès de précision ou pas. Puis, dans le fond, le producteur, c'est sûr que c'est rapide, mais c'est très dépendant de la température. C'est très dépendant de quand on va le faire. Est-ce que le taux de levée est souvent beaucoup plus faible? On voit ici, c'est un champ qui a été fait là, quand même dans des bonnes conditions 28 août, puis ça avait l'air de tout ça au 14 décembre. Donc, très peu de levée des cultures de couverture. Oui, les plants qui sont là, ils ont réussi à pousser puis à bien se développer, mais sauf que si, encore une fois, imaginez-vous que vous étiez une petite goutte de pluie, si vous tombiez sur ce sol-là, vous n'auriez pas beaucoup de chances de rencontrer une plante de blé. Un plant de blé, vous auriez beaucoup plus de chances de rencontrer un sol à nu. Donc, le sol est très vulnérable dans ce genre de semis-là. L'implantation, elle ne se fait pas très bien, très dépendant de la météo, de la pluie qui pousse après. Et aussi, tout dépendant des espèces qu'on implante. Si on implante comme de la moutarde, du radis, qui ont des très petites semences, ça peut aller. Mais quand on implante des semences, des plus grosses semences comme des pois ou même des céréales, bien là, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour germer. Et ce n'est pas à la surface du sol qui ont le meilleur placement et le contact avec l'eau et la semence, l'eau et le sol. Puis aussi, c'est des coûts de semences. Oui, c'est plus rapide, mais il faut que tu augmentes ton taux de semis. Puis au final, si on calcule le taux, le coût par plant germé, bien, on se ramasse souvent avec un coût qui est quand même très élevé là, par rapport à cette implantation-là. Donc, ce n'est vraiment pas une méthode qui est très recommandée. C'est sûr que si on veut, il y a une exception près ou presque dans les céréales d'automne, si on veut implanter du blé à travers du seigle qui se défolie, bien là, ça, c'est une autre méthode. Là. Sauf que dans ce cas-là, les feuilles, au moment de la défoliation du soya, vont tomber par terre, qui vont offrir une certaine humidité aux grains là, qui ont germé. Donc, c'est quand même une méthode là, qui a commencé à faire ses preuves au Québec, mais en majorité, là, quand je parle d'implantation de culture de couverture, c'est après la céréale ou après les pots de conserverie. Là. Donc, ce n'est peut-être pas la méthode qu'on préconiserait là, pour avoir un meilleur succès des cultures de couverture. Ensuite, la deuxième méthode qui est quand même assez utilisée, c'est à la volée incorporée. Et là, quand on parle d'incorporation, bien, il y a différentes machines. Les producteurs peuvent utiliser un peigne, ils peuvent utiliser un vibro, ils peuvent utiliser un chisel, un DMI, une déchaumeuse. On pourrait en parler longtemps de toute la machinerie qui peut être utilisée. Le problème avec cette méthode-là, c'est que, dans le fond, c'est qu'on résout le problème que les plants sont à la surface du sol et qu'ils ne sont pas en contact avec la semence. Sauf que le côté placement de la semence, c'est que souvent, en fait, on se ramasse avec 2 catégories de semences. Une qui reste à la surface ou qui n'est pas très bien, qui est à la surface ou un petit peu incorporée. Et on se ramasse avec beaucoup de semences qui est incorporée à 6-8 pouces en fonction de la profondeur de notre équipement de sol. Et des plants de blé ou d'avoine ou de radis ou de moutarde épandus à 6-8 pouces, bien, c'est impossible que ça lève à temps pour l'automne. Donc, c'est vraiment la semence qui est perdue en profondeur. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal.
On voit ici, là, c'est ça, c'est juste les plants qui étaient entre les passages du disque là, qui ont germé, mais tout ce qui était où le passage du disque, là, il n'y a pas grand-chose qui a germé. Donc, si on récapitule les avantages des inconvénients, il y a surtout des avantages de cette méthode-là, c'est que c'est enfoui trop profondément. Donc, ça ne permet pas une bonne levée. La couverture de sol, elle est faible parce qu'en plus d'enfouir la semence, bien, on enfouit aussi les résidus de culture qui étaient à la surface du sol. Donc, en plus de ne pas avoir de culture de couverture, on n'a pas de résidus pour protéger le sol. Donc, ça augmente les risques d'érosion. Et aussi, ça peut permettre qu'il y ait une germination avec le brassage du sol à chaque année. Bien, il y a des graines de semences qui peuvent remonter à la surface l'année d'après et germer quand ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut accomplir. Finalement, le semis au semoir. Donc, c'est vraiment la méthode qu'il faut préconiser chez les producteurs. Il faut créer des réseaux, un peu, Sylvie Thibodeau l'avait fait avec les cultures intercalaires dans le maïs, de créer, que les producteurs se procurent, qui modifient la machine pour des cultures intercalaires dans le maïs. Mais je pense qu'il faut le faire aussi, de partager la machinerie dans le mois d'août, septembre, ce n'est pas là où les semoirs à céréales sont les plus occupés. Il faut que ça circule chez les producteurs, il faut qu'il y ait un partage d'équipement parce que c'est la seule méthode qui permet vraiment un placement puis un contact de la semence avec le sol. Ça permet de réduire les coûts de semences aussi parce qu'on est capable de le faire, dans le fond, de prendre le taux de semis qui est le plus faible. Ça permet une précision puis une profondeur de semis. Parce que quand on fait des semis à la volée, surtout si on fait des mélanges, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, quand on fait des épandages à la volée avec des mélanges, bien, les semences n'ont pas toutes le même poids, pas toute la même grosseur et la répartition de la semence dans le 40 ou 60 pieds d'épandage n'est pas égale, n'est pas uniforme. Donc, on ne se ramassera pas avec une levée qui est intéressante, qui est uniforme de toutes les cultures de couverture. Alors que quand c'est fait au semoir, bien, on est capable, avec des semoirs à céréales, avec la boîte là, pour les petites semences, bien, on est capable de mettre les plus grosses semences ensemble, les plus petites semences ensemble, d'ajuster les taux de semis, les profondeurs, là, un juste milieu. Donc, oui, ça ne sera pas parfait pour chaque espèce qui ont besoin d'un demi-pouce à un pouce et demi, mais on va pouvoir faire des compromis qui ont pas mal plus du bon sens qu'entre 0 et 6 pouces ou 0 et 8 pouces. Et côté production de biomasse, c'est vraiment elle qui apporte le plus de capacité, le plus de potentiel parce que la germination, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus uniforme. Donc, c'est vraiment la méthode à promouvoir chez les producteurs. Maintenant, est-ce que le taux de semis doit être varié en fonction de la méthode? C'est sûr que oui. Si on est capable de le semer au semoir, comme je disais tantôt, on est capable de descendre les taux de semis. Si c'est fait à la volée ou à la volée incorporée, bien là, il faut augmenter en fonction des dates aussi. Si on sème au semoir dans le mois d'août versus si on sème à la volée à la fin septembre, bien là, ça peut être du kit au double les taux d'application. Donc, il y a vraiment un avantage à le faire avec le semoir. Donc, ça, là, je vous ai bombardé d'informations sur tout plein de sujets. Là, je vais vous montrer des exemples de réussite là, que les producteurs, c'est des producteurs expérimentés qui réussissent, qui ont testé leur méthode. Donc, ici, c'est un mélange d'un producteur qui fait du seigle, du blé d'automne, moutarde, pois, radis, semé au semoir le 16 août avec 85 kHz. Donc, il n'y a pas de problème de biomasse au printemps, ça se gère super bien. Ici, un mélange de 12 espèces, un mélange commercial qui a été semé aussi avec un taux d'application plus élevé. Donc, on voit ça, c'était des images du mois de septembre. Là, fait qu'il y avait encore beaucoup de potentiel pour pousser. Et ici, c'est une image là, de mélange qui n'est pas compliqué à faire, avoine moutarde, qui a été semé à la volée incorporée. Vous voyez, ce n'était pas un semis au semoir, mais ça a quand même fait un très beau travail parce que ça a été incorporé très légèrement là, avec un petit vibro et pas avec un chisel. Et les taux d'application étaient très intéressants, là, avoine moutarde. Donc, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de cette présentation-là? Là, c'est vraiment mettre l'emphase sur les résultats. Il faut que les producteurs soient impliqués dans les choix, il faut qu'ils soient impliqués émotionnellement aussi avec leur culture de couverture, que quand ils retournent à l'automne, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça le fun, qu'ils voient creuser avec eux des trous, faire des profils avant l'implantation, après l'implantation, pour voir la différence dans la santé de leur sol. Parce que quand ils trouvent ça beau, bien, ils sont intéressés à continuer dans cette lignée-là, ils voient les résultats positifs aussi après même pas après plusieurs années, après quelques années, déjà, on voit des différences. De mettre l'emphase aussi sur le choix des espèces, la date de semis et la méthode de semis. La méthode de semis, donc, prioriser vraiment le semoir.
la date de semis avant le 1er septembre. Et les espèces, il n'y a pas une espèce qui peut répondre à tous les besoins, mais vraiment de s'adapter en fonction des objectifs du producteur. Et finalement, pour répondre à tous ces questionnements-là, de revenir encore, de toujours se poser la question, pourquoi est-ce qu'on le ferait à la volée? Il faut vraiment, pour que ça soit un gage de succès, pour que ça soit intéressant à la fin, il faut favoriser le placement et le contact de la semence avec le sol. Donc, de vraiment prioriser des équipements qui vont permettre ça. Puis pas en profondeur. Donc, le chisel, vraiment, essayer de trouver des vibros s'il n'y a pas de semoir de disponible, ça, il ne faut pas que ça soit fait avec le chisel. Tout ce qu'on a vu cet automne, des dossiers de culture de couverture qui étaient moins beaux, ou qu'on hésitait beaucoup sur la couverture, c'est parce que ça avait été enfoui trop profondément à des dates aussi tardives. Puis dernier point, c'est si les producteurs hésitent à la fin de l'automne, à la fin de l'été, fin septembre, d'implanter des cultures de couverture, puis qu'ils doivent absolument faire un travail de sol, des fois, c'est mieux de ne pas implanter les cultures de couverture, mais de laisser le sol avec des résidus, parce que les résidus peuvent protéger le sol. Donc, oui, il y a des subventions intéressantes pour le programme Prime Vert pour ceux qui veulent essayer d'en implanter, mais je pense que de protéger le sol est encore plus important que d'aller chercher de l'argent avec le programme Prime Vert, culture de couverture. Donc, de prioriser la protection des sols par les cultures de couverture ou les résidus en fonction de la régie des producteurs. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour votre écoute, même si je ne vous voyais pas vraiment. Puis je vais être disponible là, si vous avez des questions pour les répondre. Juste une dernière justement, tantôt quand je parlais de l'importance des cultures de couverture, mais aussi des résidus de culture, c'est une photo qu'on a prise cet automne là, que j'aimais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vie à la surface du sol, il y a énormément de résidus à la surface du sol et en dessous du sol aussi, c'était très beau à voir, là, il y avait beaucoup de vie là-dedans. Donc, merci beaucoup. Je vais attendre, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir répondre à vos questions. C'est ça, Marie-Ève, que j'allais te demander d'arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse passer la période de questions. Alors, on a eu quand même plusieurs questions. J'en ai publié 5. On pourra commencer par celle-là. Puis, si on a le temps d'en prendre plus, eh bien, on continuera avec les autres questions qui n'ont pas été publiées, mais qui sont toutes pertinentes. Puis, de toute façon, je crois que tu avais dit que si jamais on n'a pas le temps d'y répondre live, tu pourrais peut-être leur répondre plus tard après le webinaire. Là. Il y a quelques questions qu'on n'aura pas le temps. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première question parce que là, on a un beau 10 minutes, alors on devrait être capable d'en passer quelques-unes. Alors, la première question, c'est avez-vous une liste des espèces de vivaces et annuelles pour créer la biodiversité à nous recommander? Il y a plein d'espèces. C'est une question que je répondrai plus directement, mais en fait, pour la biodiversité, ça dépend de est-ce que c'est pour accueillir des abeilles, est-ce que c'est juste pour amener différents types de plantes, familles. Il y a plein d'espèces. En fait, tout ce qui n'est pas cultivé au Québec, quand on sort là, de maïs, soya, céréales, c'est juste d'aller cultiver du kale, d'aller faire, il y a des choux éthiopiens, de la facilier, de la févrole, c'est toutes des plantes, des espèces, des familles de plantes qu'on cultive au Québec, mais qui sont complètement différentes. Là. Fait que je pourrais envoyer une liste là, avec les avantages et inconvénients pour cette personne-là. Je te remercie. La deuxième question, c'était est-ce qu'un mélange seigle-radis est possible d'être fait dans le but de récolter le seigle l'an prochain ou vous le faites vraiment en culture de couverture qui sera détruite au printemps? Oui, le seigle peut être fait avec le radis. C'est sûr que dans ce cas-là, il faut que le taux de semis du seigle ne soit pas nécessairement différent de ce qu'on veut. Il faut que ce soit un taux de semis qui soit un taux de semis pour une implantation d'une culture commerciale et pas pour une culture de couverture. Puis le radis, lui, c'est un taux qui est plus faible qu'une culture de couverture. Fait que, au lieu d'avoir un 10, ça peut être 3-4 kHz maximum. Et lui, ce qu'il va permettre, c'est qu'il va pousser à l'automne. Il va prendre la place qu'il a besoin de prendre, mais c'est lors de sa sénescence à l'hiver, puis au printemps d'après, les carottes de sol que les radis vont avoir faites, lui, il ne dérangera pas le seigle le printemps d'après. Fait que oui, ça peut très bien se faire ça peut permettre une meilleure infiltration d'eau au printemps d'après. Merci beaucoup, Marie-Ève. La prochaine question, là, le monsieur a utilisé des abréviations que moi, je ne comprends pas. Alors, j'espère que toi, ça va être plus clair pour toi. Alors, c'est comment peut-on avoir les images satellitaires donnant des données NDVI? Ah, OK. Bien là, il faut avoir des bons contacts. Les images satellites, ça, c'est le satellite, c'est un outil qu'on a vraiment aimé utiliser. Fait que ça vous donne les images satellites
partout au Québec à différentes dates. Fait qu'il faut juste jouer avec les dates là, en fonction de la couverture, parce que c'est sûr que si c'est nuageux une journée, on n'a pas de photo. Fait qu'il faut y aller en fonction de quand satellite est passé et quand il n'y a pas de nuage. Mais pour le NDVI, ça, par exemple, si vous avez des besoins spécifiques, ben oui, Ghislain Poisson, il l'a. Sinon, les gens à Québec aussi, on peut vous donner des contacts. Donc, communiquez soit avec moi ou Ghislain, puis on vous référera. Là, on les a. En fait, c'est parce que ça requiert un petit peu de travail là, de couches dans les logiciels de TNT et compagnie, là, de géomatique. Mais c'est quelque chose qui se fait, ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est juste qu'on ne le fait pas pour tous les champs, toutes les dates. Là, mais ça se fait très bien. Là. Merci. Alors, la prochaine question, ça serait bonjour. Est-ce que c'est préférable d'implanter une culture avant ou après le sous-solage? Si on le fait après, le passage de la machinerie pourrait compacter le sol et il faudrait attendre une pluie pour avoir de l'humidité au sol. Il y a des points d'interrogation, alors je pense que la personne se... Oui, ben, en fait, je vous dirais, l'idéal, c'est de le semer avec un semoir. Comme ça, nos plantes sont présentes. Puis quelques jours après, faire comme ça, le placement et le contact avec le sol semence est là. Et après, le sous-solage peut être fait. Parce que l'idéal, c'est qu'une fois qu'on a implanté les cultures de couverture puis qu'on fait le solage, on ne rentre plus dans le champ. Parce que si on fait le sous-solage en premier, puis après on implante les cultures de couverture, bien, on piétine où on a fait le sous-solage. Fait que ce n'est pas nécessairement l'idéal. Fait que l'idéal, c'est vraiment semer les cultures de couverture et tout de suite après faire le sous-solage. Fait que les cultures vont être là, déjà semées. Ils vvont commencer les racines vont commencer à aller explorer les traces, là, les fissures de la sous-soleuse. Mais il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça quand les plants sont rendus à un pied de haut. Là, ça ne sert plus à rien rendu là. Là, on fait plus détruire les cultures de couverture. Puis c'est vraiment une fois que la fissure est faite que c'est là que les racines vont commencer à le coloniser. Là. Comment vous voyez la performance du semis des cultures de couverture combinée avec une opération de travail de sol? Exemple, un semoir APV monté sur un vibroculteur. Ah, mais ça, c'est bien parce que c'est une opération. En fait, quand c'est avec un vibroculteur comme ça, si c'est semé directement avec des pneumatiques puis que ça s'en va directement au sol puis qu'après, on a un léger travail de sol, c'est correct, là, tu sais. Mais ça, j'ai pas de problème. Puis l'important, c'est de ne pas incorporer trop profondément. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui veulent quand même faire un travail de sol primaire avec de la grosse machinerie, un chisel, mais ils disent, j'ai implanté des cultures de couverture, mais c'est souvent que ce travail-là, il est trop agressif, il va trop en profondeur, puis c'est là que les cultures de couverture ne lèvent pas bien, ne s'implantent pas bien. Mais si c'est fait, le sol n'a pas été travaillé, il y a un APV pneumatique qui s'en va porter la semence directement au sol, puis qu'après, il y a un léger travail de sol qui suit tout de suite après. C'est une combinaison qui peut être très bien aussi. Là. Je voulais juste que vous reteniez qu'il ne faut pas que ça soit trop profond comme travail de sol. Si c'est maximum 1 pouce, 2 pouces, c'est correct, mais il ne faut pas se rendre à 6-8 pouces de profondeur. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question. Elle semble courte, Ouais. fait que je vais me dépêcher. Comment faire le semis de facili? Je n'ai pas de bons résultats dans la boîte à petites graines du semoir à céréales. C'est une très bonne question, ça. La facélie, j'avoue que moi, je n'ai pas beaucoup travaillé avec elle. Je vais poser la question à mes collègues, dont Odette, qui aime beaucoup la facélie, puis je pourrais répondre vous pouvez m'écrire directement, là, puis je vais essayer de répondre à votre question en dehors. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé avec la facélie, mais on m'en parle beaucoup en bien. Fait que je l'ai vu une fois semer, je l'ai vu pousser, mais la méthode de semis, je n'ai pas beaucoup travaillé pour le semis de cette plante-là. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour toute cette belle conférence puis ces belles réponses. Puis de toute façon, je sens que tu veux avoir la liste des questions et des personnes et pouvoir leur répondre plus longuement puis leur donner plus de détails. Alors, on va te fournir ça puis tu vas pouvoir à ce moment-là répondre aux questions plus longuement et aussi répondre à toutes celles qu'on a eues que tu n'as pas eu le temps de répondre, malheureusement, là, vu le temps. Fait qu'on remercie tous les participants de leur présence et on remercie Marie-Ève d'avoir fait la présentation sur ce merveilleux sujet.